Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte, avoir au même endroit, au même moment. Fini les casse-têtes. Ne perdez plus une seconde. Time vous a même préparé une offre spéciale. 6 mois offerts sur le compte pro Time Business pour tous les auditeurs de Marketing Square. Rendez-vous sur le lien en description de l'épisode pour en profiter avec le code Marketing Square. En attendant, place à l'épisode et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux, on va parler d'un sujet tabou, on va parler d'argent, on va parler de comment négocier ses prix quand on est freelance. Avec moi pour en discuter, la figure de proue du mouvement des freelances, des indépendants, des solopreneurs, comme on les appelle, Alexis Mine, qui est là, le créateur de Tribu Indé, un écosystème de contenu pour pouvoir aider les freelances de A à Z à se développer, à mieux gagner leur vie. Un podcast légendaire dans lequel j'ai eu la chance de passer, Tribu Indé, également un podcast qui se déploie maintenant en vidéo sur ta chaîne YouTube, et puis un livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui trône partout chez Erol. C'est un peu le best-seller de l'aventure entrepreneuriale. Alexis, bienvenue dans Marketing Square, dans ton premier Marketing Square. Merci beaucoup pour l'invitation, Caroline. Je suis ravi d'être sur cette première fois avec toi dans Marketing Square. Et en plus, c'est un thème que tu connais hyper bien, puisque la première question, c'est en fait ce problème de pas savoir comment parler du prix. Et souvent, on a tendance à mettre ça un peu sous le tapis parce qu'on sait pas très bien par quel bout prendre le problème. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu ta méthode pour pouvoir justement prendre le dossier à bras le corps. Effectivement, en plus, c'est à la fois un sujet pour les clients, parce que c'est frustrant d'un point de vue client de se dire, mais en fait, donne-moi un prix. Et du côté du freelance, c'est un moment où on redoute à fond parce qu'on se dit, on joue notre vie sur un budget. Et les clients, d'ailleurs, les plus aguerris le savent et font tout pour déstabiliser les jeunes freelances qui, justement, ont pas trop de méthodologie, qui donnent des prix un peu à la volée ou au doigt mouillé ou à la tête du client. Et ça, les clients aguerris le savent et du coup, jouent beaucoup là-dessus et font tout pour déstabiliser et du coup, tirer forcément les prix vers le bas là-dessus. Effectivement, sur les étapes, sur comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une meilleure négociation client, la première étape, c'est un peu une étape préliminaire, c'est de se dire comment est-ce que je peux définir déjà un prix juste pour moi. Parce que se dire je vais définir le prix juste pour moi et mon client, l'arrêté c'est que c'est quasiment impossible. Le plus facile à faire, c'est de se dire est-ce que moi, en tant que freelance, en tant que consultant, je suis déjà aligné avec le prix que je vais proposer à mon client et que je suis capable de défendre. Parce que c'est bien beau de dire mon temps vaut de l'argent, je vais facturer 3, 4, 5, 10 000 euros la presta. Mais si vous-même, vous n'êtes pas confiant sur le fait qu'effectivement, votre valeur, elle vaut 10 000 euros, ça va être compliqué. Le but de cette étape, c'est de définir ce que moi j'appelle le prix plancher. Un prix plancher, c'est quoi? C'est un prix sous lequel vous accepterez pas de descendre dans votre négociation client. Et donc, comment est-ce qu'on définit ce prix plancher-là? Il y a plusieurs paramètres qu'on prend en compte. Le premier paramètre qui paraît évident, mais qui est souvent oublié parce qu'on se dit, on est freelance, on n'a pas trop de charges, on n'a pas trop de frais, on va pas se faire en mode business model. C'est quand même important de se dire quelles sont nos dépenses, à la fois nos dépenses professionnelles, mais aussi nos dépenses personnelles parce que il y a un loyer à payer, il y a peut-être des emprunts, etc., etc. Donc, premier point, c'est déjà de faire le bilan et sur 2-3 mois de toutes nos dépenses et de combien est-ce qu'on a besoin idéalement pour couvrir ces dépenses-là. Le deuxième ingrédient, c'est par rapport à des objectifs financiers qu'on s'est fixés sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, quelle est la marge qu'on doit aller chercher sur chacune de nos missions ou chacun de nos jours facturés pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Souvent, j'ai le cas de freelances qui viennent me voir, qui me disent « Alexis, je comprends pas, je suis full de chez full, j'ai plus de demandes que de clients que je peux prendre, je bosse comme une dingue, et pourtant, j'atteins pas mes objectifs financiers. » Souvent, ça vient de, OK, en fait, t'as peut-être chopé plein de clients, mais est-ce que ton prix est en adéquation avec les objectifs financiers ou à l'inverse, est-ce que tes objectifs financiers étaient réalistes par rapport à mon troisième ingrédient qui est ton marché? Parce qu'encore une fois, un prix est intéressant de le comprendre et de le calculer en fonction du marché dans lequel tu es. Pour quelqu'un qui est millionnaire, acheter un iPhone toutes les semaines, c'est pas un sujet. Pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est un petit investissement d'aller lâcher justement un SMIC dans un iPhone. Donc, vous voyez qu'en fonction du marché dans lequel vous êtes, votre prestation a pas le même coût et a pas le même prix pour votre client. Donc ça, c'est les 3 ingrédients. Dépenses, objectifs financiers et puis le marché dans lequel tu es. Qu'est-ce que tu penses de la technique d'aller regarder sur Malte un peu la moyenne du marché et le fameux TJM ?
Ah, le mot est lâché. Non, mais t'as raison, TJM, taux journalier moyen, c'est une très bonne manière de faire pour comprendre le marché dans lequel tu es et la moyenne globale des TJM qui sont pratiqués. L'avantage d'une plateforme comme Mal, c'est comme un Airbnb, plateforme ouverte, énormément de freelances qui sont référencés. On s'en fiche de savoir si Madame Michu a sous-facturé son TJM et puis Armand a été très gourmand et elle nous a mis un TJM à 1500. Le volume fait que une moyenne qui est plutôt réaliste sur un marché donné. Donc ça, c'est intéressant pour déjà te dire à la journée où est-ce que je peux me situer si je suis pas top 1 sur mon marché et je suis pas non plus un complet débutant. Maintenant, ce qui est important, c'est le plus vite possible de sortir de ta logique TJM pour ton client. Je m'explique. Ton TJM à terme, ça doit être un indicateur de suivi de trésorerie pour toi et de facturation pour toi, pour faire ta petite recette et ta petite popote en interne. Mais le plus vite possible, c'est important que ton client n'ait pas forcément connaissance de ton TJM et que tu ne factures pas des missions en fonction de ton TJM, parce que du coup, tu déportes la négociation sur ta valeur à la journée plutôt que ta valeur à la prestation et au livrable global. Et donc, d'un point de vue négociation, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre quand tu dis mon TJM c'est 500 versus ma prestation elle vaut 3000. Je te prends un exemple. En France, quand tu dis que tu factures ta journée 1000 euros, ça fait grincer des dents. Quand tu dis que par contre tu factures un audit 3000 euros, mais que toi tu sais que tu vas y passer 10 heures, ramener à la journée c'est bien plus que 1000 euros et pourtant tout le monde est ok de payer 3000 euros un audit par exemple. Donc voilà, c'est plus un outil de pilotage interne le TJM qu'un outil de négociation côté client. Comment tu les aides, ceux qui en fait, pour l'instant, ils ont une offre un peu à tiroir où au final l'important c'est que le client soit content et potentiellement il se laisse un petit peu facilement déborder? Quand tu démarres, c'est normal, tu vois. C'est normal d'offrir beaucoup plus que ce pourquoi tu factures. Le conseil que je me suis moi-même appliqué et que je donne souvent, c'est sur tes 3, 4, 6 premiers mois, ne cherche pas à maximiser ta rentabilité, mais maximise plutôt ta crédibilité et le nombre de logos, moi j'appelle ça des logos que tu vas signer. C'est-à-dire à quel point signer un premier logo va te permettre d'aller signer un deuxième logo, puis un troisième. Et cet écosystème de clientèle que tu as créé va te permettre demain d'aller augmenter tes prix et de penser rentabilité. Mais dans un premier temps, l'idée c'est normal, tu découvres, t'as pas d'offres qui sont très claires, t'as plein de cas particuliers que t'as envie d'explorer. Et donc au démarrage, c'est ok de se dire, je passe plus de temps que prévu. Ce qui est important en revanche, c'est de traquer le temps que tu vas passer sur la partie opérationnelle de tes missions pour une raison simple, pour savoir in fine, quel est ton taux de marge et qu'est-ce que tu dois facturer demain pour rentrer dans tes marges, dans tes objectifs financiers qu'on a vu juste après, ce qui t'évite d'avoir ce truc de en fait je suis complètement pris de mon emploi du temps et complètement booké de clients et pourtant je fais pas mes objectifs financiers. Là où il faut aussi se protéger, c'est que autant c'est bien de délivrer plus à ton client. Par exemple, si tu vends du temps à l'heure, c'est top de dépasser un petit peu, de montrer en fait que tu es prêt à t'investir plus. Mais moi, là où je trouve ça dangereux, c'est quand tu commences à livrer autre chose. Parce que potentiellement, le piège de ça, c'est que si vous avez habitué votre client à considérer que quand vous lui donnez un conseil pour créer quelque chose, derrière, potentiellement, vous pouvez le créer, vous vous privez d'une opportunité de vendre quelque chose qui est encore différent. Et du coup, ça veut dire que si dans 2-3 ans, vous voulez garder ce client, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des clients qui évoluent avec vous au fil des années, vous n'allez pas pouvoir justifier de lui faire payer quelque chose qu'auparavant, il ne payait pas. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu le piège aussi de faire des cadeaux à ses clients. En tout cas, de faire des cadeaux qui sont différents que ce que le client a payé. Tu vois ce que je veux dire? Et on en revient à ce qu'on se disait, c'est le problème de facturer au TJM. Parce que le client, quand tu lui factures au TJM, ce qui est normal, il se dit, OK, Alexis, il a 8 heures de temps que je vais pouvoir utiliser finalement comme je veux. Parce que dans tous les cas, que je les utilise pour faire A, B, C ou D, la réalité, c'est qu'il va me facturer 8 heures de travail. Versus aller chercher des offres qui sont packagées, qui sont périmétrés, dans lequel il y a des livrables qui sont très clairs, une méthodologie qui est très claire et des résultats attendus ou espérés sur lequel tu t'engages pas, mais sur lequel le but du jeu, c'est que vous êtes en équipe avec votre client pour aller l'accompagner. Et donc là, cette feuille de route avec ton client, elle vaut un prix fixe. Et donc, inconsciemment pour ton client, il est plus à se dire tiens, est-ce que je rajouterai pas ce petit add-on, ce petit bonus, etc. parce qu'il sait que c'est plus une facturation à la journée et au temps que Alexis va passer sur la mission, mais c'est une facturation au livrable qu'il doit me livrer en tant de jours, tant de semaines ou tant de mois.
Donc tu nous as dit l'étape numéro 1, c'est la préparation, aller déterminer son prix plancher, voir avec la somme de ses dépenses quel est son seuil de rentabilité. Ensuite, tu nous as dit n'oubliez pas de dépasser, sortez un peu du cadre, valoriser la preuve sociale pour avoir ce que tu nous as présenté comme étant des logos, c'est-à-dire une belle vitrine. Et tu nous as dit c'est OK de dépasser un petit peu de son offre, mais faire attention. Est-ce que tu recommandes de faire du gratuit? Si oui, comment? Oui, à fond, à condition de voir le gratuit comme une preuve de générosité et 2, comme un moyen pour toi d'aller monter en compétence sur un sujet sur lequel tu es moins à l'aise et d'en faire un levier stratégique qui va te permettre justement d'aller facturer 3 fois plus cher demain. Donc en fait, c'est accepter de perdre un peu d'argent au démarrage puisque c'est une mission que tu ne factures pas, mais te dire j'accepte sur cette mission-là parce qu'elle est stratégique, parce que c'est un client qui est bien vu sur ton marché, parce que c'est une mission sur laquelle tu sens un potentiel, parce que c'est une mission sur laquelle le client est OK à 100% pour que tu communiques dans les moindres détails toute la mission, la méthodologie, les résultats, etc. Et surtout, que ça soit une demande qui ne vienne surtout pas de ton client, mais qui soit une volonté de ta part de dire, OK, je te fais une partie gratuite ou je te fais 100% de la mission gratuitement et je suis payé au résultat, par exemple. Mais il faut surtout pas que ça soit une demande du client. Un client qui vous dit, écoute Alexis, en vrai, on a plein de projets pour toi. Là, c'est juste qu'on manque un peu de budget. Si tu peux juste bosser gratuitement sur ça, mais promis, on a plein d'opportunités. C'est un red flag monstrueux où il faut juste quitter le call le plus vite possible parce que ça sent pas bon du tout, quoi. Justement, tu vas nous donner après tes clés pour gérer les objections. Mais donc, c'est très intéressant ce que tu dis sur le gratuit. J'ajouterai une toute petite chose peut-être, l'importance de contractualiser par écrit un acte gratuit. Parce que typiquement, quand tu t'engages à faire quelque chose pro bono, comme on peut dire, si on n'aime pas trop le terme gratuit, il faut que derrière, tu puisses quand même, si tu veux valoriser ton travail, dire voilà, je suis prêt à faire ça dans tel cadre. Et du coup, ça permet d'avoir un accord tacite et une trace. Parce que j'ai entendu bon nombre de litiges où en fait, c'est des trucs qui sont gérés par téléphone. Entre-temps, le dos est repris par machin. Donc toujours, n'oubliez pas, même si c'est gratuit, contractualiser par écrit pour vous protéger et éviter les bouches à oreille qui peuvent vous perdre au final la générosité de votre acte. Et je rajouterai même une chose, quand vous faites du gratuit, prenez le temps de créer et d'envoyer un devis avec votre client sur le montant que la prestation aurait dû coûter normalement. Pourquoi ? Parce que si, Caroline, je te fais une prestation gratuite et que tu en parles à d'autres parce que t'as trouvé que la presta s'était super bien passée, etc. Et c'était gratuit pour toi, mais ça l'est pas forcément pour d'autres clients. Et au moins, tu comprends tout de suite la valeur réelle de ce que je t'ai proposé et combien ça vaudrait sur un marché autre ou sur un client ABC qui n'est pas toi. J'adore, j'avais jamais pensé à faire ça. Je pense que psychologiquement, c'est important. Et ça, par exemple, les réductions, tout ça, moi, je les note aussi sur les devis. J'adore ce que tu nous dis sur le gratuit et je pense que c'est pépite pour tous ceux qui nous écoutent. J'ai pas entendu ça ailleurs, en tout cas. Merci beaucoup. Étape numéro 2, et c'est l'étape un peu redoutée. Alexis, comment est-ce qu'on fait pour présenter son prix, c'est-à-dire qu'on a fait potentiellement son étude de son côté et là on reçoit par exemple un email qui dit salut Alexis, j'aimerais beaucoup te faire intervenir sur telle prestation, est-ce que tu le fais? Si oui, comment? Le premier réflexe, c'est que la plupart des gens se disent OK, j'ai mon offre plancher, et parfait, j'ai plus qu'à donner le prix plancher qui me convient. Il y a plein de risques à ça. Le premier, c'est soit de viser à côté, soit de passer à côté d'une enveloppe budgétaire qui aurait pu être bien plus conséquente si on avait posé un minimum de questions, pour bien cerner le besoin, à quel point ce besoin et la problématique que vous résolvez est critique pour votre client. Donc moi, j'ai toujours mon petit script à moi. Dès qu'on m'envoie ce genre de questions en asynchrone ou par email, c'est avec plaisir pour te partager une fourchette. Mais globalement, avant ça, je vais avoir besoin de te poser quelques questions et de récupérer quelques informations supplémentaires pour te créer un projet et une méthodologie avec une offre derrière qui correspond à 100% à ce dont tu as besoin et que je te facture pas des choses en trop. Est-ce que tu es disponible pour qu'on se fasse un appel de 20 à 30 minutes maximum? Et à la suite de ça, je pourrais te présenter une offre beaucoup plus concrète avec un prix, une méthodo, des livrables et un échéancier. Et donc, généralement, ça te conduit derrière sur, t'arrives sur un appel, c'est extrêmement important. Parfois, sur des missions un peu longues, ton effort commercial, ton cycle commercial, il prend plusieurs rendez-vous parce que tu vois l'opérationnel, tu vois ensuite le décisionnaire, etc. Mais quel que soit le nombre de rendez-vous, je vous conseille d'aborder les questions de prix dès le premier rendez-vous. Pourquoi ? Parce que ça peut vous éviter de passer beaucoup de temps avec un client qui n'a juste pas le budget, qui adorerait bosser avec vous. Et pour plein de raisons, structurelles, marché, etc., il n'y a pas suffisamment de budget à allouer pour votre prestation. Et donc, c'est dommage de passer 2-3 heures d'appel
plus 2-3 heures de proposition commerciale avec un cas, etc. Alors que vous auriez pu tout de suite vous dire, OK, en fait, ma fourchette de prix, elle est à 5 côté client. Ma mission, elle coûte 10. Bah, en fait, même si on essaie de trouver un juste milieu, on n'arrivera jamais à s'entendre à un instant T. Et ce call-là, moi, il me permet de connaître le niveau de maturité de mon client sur mon métier, de comprendre ce qu'il a déjà testé pour savoir si c'est effectivement un problème critique ou pas. Tu vois, c'est comme un peu l'exemple de la salle de sport. Quelqu'un qui veut absolument perdre du poids et qui a testé des régimes en ligne, qui a été en salle de sport mais qui a pas réussi, qui a fait je sais pas un jeûne, peu importe, etc. et qui va voir un coach, c'est quelqu'un qui est bien plus motivé que quelqu'un qui n'a jamais rien testé et qui se dit juste bah ouais en fait ça fait longtemps que je veux perdre du poids, il faudrait bien que je le fasse, mais qui n'a jamais testé d'autres solutions alternatives sur lesquelles elle a bloqué pour plein de raisons. Connaître aussi les enjeux de votre prospect là-dessus, ce qu'il veut surtout pas rencontrer, comment est-ce qu'il a déjà bossé avec d'autres freelances, etc. Tout ça, ça te permet de dresser un peu une fiche psychologique et opérationnelle de ton client et de son besoin. Et moi, je termine toujours l'appel en demandant quel budget avez-vous prévu pour cette mission. Et là, on a deux cas de figure. En fait, il y a quand même des clients qui vous disent, bah, sur ce projet-là, nous, on a un budget entre A et B, où on a une fourchette maximum de 3-4 000 euros. Ça, c'est super bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser la question. Et hop, d'un coup, j'avoue, mon audit a pris x2 parce que ça rentrait dans le budget. Maintenant, on a d'autres clients qui nous disent, OK, en fait, j'attends de voir ta proposition commerciale. Ce qui est normal et c'est OK. Mais déjà, c'est important, j'insiste, en fait, osez poser la question parce que vous êtes à une question potentiellement d'avoir un budget qui est peut-être plus élevé que ce que vous avez. Maintenant, quand j'ai la réponse qui est écoute, j'attends de voir ta proposition, on est en train de discuter avec d'autres freelances, etc. Moi, là, ce que j'aime bien dire, c'est de commencer à donner un chiffre à partir de. Bah voilà, sur mon offre A, sache que mes prestations démarrent à partir de. Et là, tout de suite, je pose un blanc, je crée le silence volontairement et j'attends de voir comment mon client réagit. Et là, il y a plein de cas de figure, il y a plein d'options et de scénarios possibles. Tu as le scénario qui est ah oui, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on avait prévu. Ah, donc ça veut dire que vous aviez potentiellement déjà une enveloppe budgétaire. Du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Donc hop, tu reviens sur la première question. T'as l'autre question qui est, mais ok, mais c'est à partir de, c'est-à-dire que c'est pas votre prix final. Qu'est-ce qui joue dans le fait que c'est à partir de? Et donc là, à toi d'avoir tout l'argumentaire commercial pour te dire, bah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des documents que vous avez déjà en interne. Ça dépend de où est-ce que vous en êtes sur le projet. Ça dépend des timings que vous avez envie de respecter. À quel point c'est un besoin urgent. À quel point il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, etc., etc. Et donc comme ça, tu vois, tout de suite, tu finis un premier rendez-vous. Et le client a déjà une préconception de combien est-ce que ça va lui coûter au minimum. Et donc, ça te permet tout de suite d'enlever tous les clients qui sont des clients un peu touristes. C'est pas négatif, c'est juste des clients avec qui tu pourras malheureusement pas travailler parce que t'es plus de gamme que ce à quoi ils s'attendaient. Un petit conseil pour reboucler là-dessus, dont on n'a peut-être pas parlé, mais qui a vraiment son importance. Je vous parlais tout à l'heure de Maya et de sa problématique de freelance junior qui, au final, vend du coaching, du consulting, du coup à l'heure, et derrière se retrouve à faire des livrables. Évidemment, on a un premier problème ici de rentabilité, mais j'ai envie de dire dans cette étape numéro 2, j'aimerais reprendre cet exemple pour prouver autre chose. Quand Maya m'a partagé les détails de son offre, quand elle m'a dit du coup je fais du coaching à 190 € de l'heure, j'ai trouvé ça cher pour une junior. Cher, on va voir après, ça dépend, mais c'est-à-dire au-dessus de la moyenne des prix que j'observe en général. Avec justement ce fameux TJM, tu vois, pour un junior qui est en général entre 400 et 600. En tout cas, à mon époque, si on peut dire. Là où tu es vraiment fort, c'est si tu arrives à non seulement bien définir ton offre, mais aussi avoir un nom qui dit vraiment ce que tu fais. Parce que le problème de Maya, c'est qu'aujourd'hui, elle se vend comme une assistante marketing externalisée, ce qui a beaucoup de valeur, à la fois stratège et opératrice, c'est-à-dire que non seulement elle définit la vision, elle trouve les idées, mais en plus, elle est capable de les opérer. Autrement dit, c'est un mouton à 5 pattes. Ça, c'est une offre qui vaut beaucoup d'argent parce que c'est très rare les gens qui savent à la fois stratégiser, trouver des idées, des créatifs et à la fois opérer, être sur le terrain, la logistique et l'analytique. À partir du moment où elle renomme son offre, et où elle propose du coup 1 heure d'accompagnement spécialisé où du coup non seulement elle analyse, elle opère et puis elle crée 190 € par semaine, c'est peanuts. Donc vous voyez à quel point le même service avec un nom différent, c'est finalement quelque chose qui va orienter complètement la valeur d'un truc où tu te dis ah oui quand même, c'est pas donné à waouh, quelle aubaine, offre irrésistible comme dirait Alex Hormozy. Et tu pourrais même rajouter l'aspect bénéfice. C'est là toute la différence entre juste un devis et une facture que j'envoie à mon client qui est plutôt un document que moi j'appelle un document administratif et une proposition commerciale qui rentre dans la valeur concrète de votre accompagnement,
d'une conférence, de votre prestation, etc. Beaucoup de freelances se concentrent sur le quoi. Je vous fais 10 posts par mois en oubliant le pourquoi est-ce que vous faites ça. Quel est l'objectif qu'on va aller chercher? Et ça, c'est beaucoup plus valorisable parce que du coup, c'est ça que votre client achète. Moi, je suis au restaurant, j'ai pas envie de savoir combien il y a de personnes dans les cuisines. Ce que je veux juste, c'est j'ai commandé, de pas attendre 4 heures avant d'avoir mon plat, que mon plat soit chaud et que ça soit bon, tu vois. Là, c'est votre popote et c'est votre cuisine. Et donc, vous focalisez plutôt sur le rendu final, le bénéfice même, par exemple, d'une conférence. Ça a encore plus de valeur parce que personne ne le fait. Personne ne fait cet effort-là sur des devis, sur des factures ou des propositions commerciales. J'adore ce que tu dis et ça m'amène à une question magique que je voulais vous partager et qui a vraiment changé justement ma façon de délivrer et je trouve ça densifie aussi la relation que vous avez avec votre client. Cette question, elle est toute bête, mais on la pose jamais et du coup, souvent, on tombe à côté. Imaginons que vous vendiez du consulting sur Instagram ou des conférences. Posez toujours la question, pour toi, c'est quoi une XX réussie ? Je vous donne un exemple. Si vous faites du consulting, pour toi, c'est quoi une session réussie? À l'agence personnelle, on vend des vidéos virales. Mais aujourd'hui, derrière la vidéo virale qu'on achète, pourquoi tu veux une vidéo virale? Ça rejoint ce que tu dis, mais en fait, posez à votre client la question, pour toi, c'est quoi une vidéo réussie? Pour toi, c'est quoi une conférence réussie? Il va vous dire ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire sa métrique d'analyse. Et peut-être que pour lui, une vidéo virale réussie, c'est une vidéo qui lui amène une signature. Donc, vous n'allez pas faire la même vidéo. Peut-être que pour lui, une session d'accompagnement réussie, c'est une session où en fait, il y a un livrable, ou alors il y a un plan d'action, ou alors il se sent reboosté. Et du coup, vous allez pas du tout mettre la même chose dans votre accompagnement. Donc, cette question toute bête, pour toi, c'est quoi une XX que vous avez vendue réussie? Au moment de présenter son prix, c'est déjà hyper pro parce que vous allez pouvoir mieux vendre votre offre, mieux la marketer comme vous a dit Alexis, et puis surtout, vous créez une conversation profonde. Eh ben, c'est parti avec l'étape numéro 3, c'est mon étape préférée, celle où on gère les objections. Et là, attention, c'est toujours pareil quand c'est son propre business. On a souvent un peu plus de mal à dédramatiser, on se sent facilement attaqué, on se sent facilement déprimé quand on veut pas nous acheter au prix de rentabilité. Comment est-ce que on peut gérer les objections du client et à quel moment? Donc effectivement, étape 3, généralement, pareil. Le traitement des objections, extrêmement important, surtout sur des missions dont les prix sont quand même plus élevés. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous avez probablement pas les mêmes prix que moi, j'ai probablement pas les mêmes prix que Caroline, etc. Donc, c'est en fonction de votre référentiel à vous. Est-ce que vous considérez que la mission sur laquelle vous êtes en train de négocier avec votre client est suffisamment importante ou pas dans votre chiffre d'affaires global? Et dans ce cas-là, j'insiste, c'est extrêmement important de présenter votre accompagnement et votre proposition en visio, en physique, mais en tout cas en direct avec votre client et non pas en asynchrone. Pourquoi? Parce que si vous le faites en asynchrone, vous prenez le risque que votre client interprète votre prestation selon son propre prisme à lui versus vous êtes en train d'expliquer et vous pouvez traiter en direct et en live les objections de votre client pour le rassurer et pour qu'il puisse ensuite partager votre présentation, votre argumentaire en interne du côté du décisionnaire. Généralement d'expérience, il y a tout un tas d'objections sur lesquelles je vous conseille fortement de vous préparer. Mais il y en a 4 qui sont extrêmement importants liés au prix que vous aurez quasiment à chaque fois, d'autant plus si vous êtes plutôt sur une stratégie premium, c'est-à-dire que vous êtes plus cher que la plupart des freelances sur votre marché. La première objection, c'est recherche d'alternatives clients. Donc là, l'idée, c'est de creuser les alternatives de votre client, de comprendre quelles sont la nature des propositions qu'il a déjà reçues, quel est le type de profil avec qui il a échangé, parce que peut-être qu'effectivement, je suis plus cher que mes concurrents, mais quel est le niveau de maturité de mes concurrents, quel est leur niveau d'expérience, et questionner le client. Est-ce que la proposition que je vous ai partagée avec toute la méthodologie et toutes les étapes, est-ce que c'est des choses que vous retrouvez intégralement dans l'ensemble des propositions que vous avez reçues, qui étaient certes moins chères, mais est-ce qu'elles comprenaient autant de choses, autant de livrables, et est-ce qu'on arrivait au même résultat attendu par la mission? Là-dessus, c'est important de jouer sur les alternatives, les méthodologies qui sont pas les vôtres et qui ont été échangées avec les autres freelances, leur crédibilité, leur niveau de crédibilité, leur niveau d'expérience. Deuxième objection, c'est intéressant, c'est super, j'adore ce que tu fais. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ce prix-là. Il y a 2 manières de faire. Soit vous braquez, c'est souvent ce qu'on voit, c'est désolé, moi c'est mon prix. Et donc là, on se referme. Comme une petite coquille, là on se dit mais attends, mais il se prend pour qui? Il y a quand même du boulot, etc. En fait, il faut pas oublier que vous avez chacun votre prisme de valeur qui est pas forcément le même et votre client fait appel à vous parce qu'il connaît pas 100% de votre prestation, sinon il l'aurait fait en interne.
Donc en fait, c'est aussi à vous d'éduquer votre client sur tout ce que ça implique de travailler sur cette mission-là. Et donc là, dans ce cas-là, c'est aussi de réfléchir, ok, tu t'attendais à quoi? Est-ce que c'est vraiment complètement déconnant par rapport à ma proposition? Mais peut-être que là, moi, j'aime bien arriver, si c'est une mission sur laquelle vous avez envie de signer cette mission-là absolument, c'est de vous demander à quel point vous pouvez co-construire une nouvelle version en direct avec votre client. Donc, c'est de dire, par exemple, peut-être que là, vous aviez une offre qui était done for you, c'est-à-dire vous faisiez tout intégralement de A à Z et votre client avait juste à mettre un billet et vous occupiez de tout. Peut-être que il y a des manières à certaines étapes de faire travailler des clients pour réduire le budget, le temps que vous allez passer et que votre client prenne une partie de la mission en main. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le done with you, je fais avec vous. Ou bien c'est à quel point on peut réduire le niveau d'attente ou le niveau des livrables. Je sais pas si on a un nombre de livrables à sortir, est-ce qu'on peut le réduire dans un premier temps pour réduire la version au risque que ça se passe pas forcément bien, pour que le client puisse voir la valeur de ce que vous offrez, et ensuite vous augmentez progressivement, un peu en mode escalier, vous augmentez le budget mois par mois. Donc ça, c'est la deuxième objection. Moi, je me braque pas. Si c'est une mission sur laquelle j'ai envie de travailler, j'essaie de me dire, ok, comment est-ce qu'on co-construit quelque chose ensemble, et on essaye de trouver le juste milieu où vous êtes prêt à faire un effort et moi je suis prêt à faire un effort, non pas juste en faisant une réduction sur le prix, mais en réduisant le périmètre d'action de la mission. Vous gagnez pas, vous perdez pas au change. Moi, j'aime beaucoup quand tu négocies un prix, créer une offre sur la durée, c'est-à-dire un bundle. Par exemple, si on me dit je suis gênée parce que pour la conférence, je m'attendais plutôt à quelque chose autour de 4 000 €. Je vais dire si jamais vous avez d'autres besoins sur l'année et si on en signe 3, par exemple, je peux descendre à un prix de 4 000 €. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Est-ce qu'elle s'observe pour tous les types de freelance aussi, parce que toi, t'en connais un rayon sur les types de services? Alors, toutes les missions ne permettent pas d'aller chercher soit de la récurrence, soit du repeat business, c'est-à-dire j'ai besoin de toi en janvier, j'ai besoin de toi en juillet, et puis j'ai besoin de toi en décembre. Et le premier petit risque que tu vois là-dessus, c'est un client qui te dit on aurait des besoins récurrents, est-ce que tu peux nous faire un package et tu peux nous faire une offre sur cette première mission? D'expérience, ce qui se passe, c'est que tu vas faire une promotion ou une offre sur ta première mission, et pour plein de raisons, parce que finalement les objectifs ont changé, le codir a changé, etc., il n'y a pas de nouvelle mission. Et donc en fait, là où toi tu t'étais dit ce projet-là, je le vois pas sur une mission, mais je le vois sur 3 missions pour repenser ma rentabilité, en fait, tu es sur une seule mission et du coup, tu as un peu flingué ta rentabilité. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aucun souci, si vous avez du repeat ou il y a d'autres opportunités de travailler ensemble, ce que je vous propose, on reste sur un prix fixe sur cette première mission-là, qui est un prix le plus juste possible. En revanche, je m'engage à vous faire un prix sur les prochaines missions et non pas sur cette première-là. Moi, en tout cas, ça me permet de me baquer un chouille sur le fait que ça oblige un peu le client pour faire une bonne affaire avec moi à retravailler d'une manière ou d'une autre avec moi par la suite. Ok, canon. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est vendre en bundle. Ça peut être pas mal, mais j'aime aussi beaucoup ta stratégie de démanteler l'offre, effectivement, et même de la démanteler dans le temps, parce que souvent aussi, on a affaire à des budgets qui sont échelonnés, tu l'as très bien dit, et du coup, s'adapter à la réalité du client, à laquelle il a peut-être pas forcément pensé, mais voilà, lui dire, par exemple, si vous vendez, comme Alexis, un bootcamp, imaginons que tu vendes un bootcamp en entreprise, tu pourrais très bien dire, en fait, on va faire la session 1 sur le budget Q1, et puis, je peux vous proposer la session 2 plus tard. C'est vraiment plus malin. Et ça te permet de créer de la relation sur le long terme en plus. En plus. Et donc d'avoir une prédictibilité de tes revenus. Encore une fois, toutes les missions et toutes les prestations ne le permettent pas, mais effectivement, quand vous pouvez le faire, c'est quand même plus simple de revendre à un client existant qui connaît la valeur de votre travail et qui a confiance en vous, plutôt que d'aller chercher un nouveau client, c'est évident. En tout cas, rituel de négociation, il faut toujours, quand vous baissez votre prix, qu'il y ait une contrepartie. Et je t'en avais parlé, Alexis, moi j'avais été un peu choquée par un freelance quand j'avais demandé un devis, qui m'avait envoyé un devis à 22 000 €. Et quand je lui avais dit, écoute, je voulais vraiment qu'on bosse ensemble, mais là, les prix que je vois sont plutôt autour de 8 000 €, il m'avait dit, écoute, j'ai vraiment envie de bosser avec toi, donc on va le faire pour 8 000, exactement la même chose. Et du coup, au lieu de me dire que j'avais fait une bonne affaire, je m'étais sentie prise pour un jambon et ça a gâché la relation. Donc vraiment, oubliez pas ce côté contrepartie, c'est un peu comme quand on négocie au souk. N'ayez pas honte de toujours demander une contrepartie. En fait, c'est plus honnête plutôt que d'avoir l'impression de faire un geste et du coup, ça fait un peu bullshit. 100%. Et puis, t'as une dernière objection qui est souvent commune, notamment quand tu es sorti de la logique TJM et que tu vends un projet. Donc, par exemple, si on reprend cette prestation de ghostwriting qui était à 22 000 €, t'as certains clients qui sont habitués à acheter de la prestation de service, qui va te dire, OK, et du coup, ramener la journée, Caroline, à combien est-ce que tu es du coup sur ton TJM? Et donc là, si tu t'es pas préparé à ça, là, tu commences à paniquer, tu commences à donner un prix sous le stress et ton client, il va faire le calcul et il se dit, mais attends, je comprends pas, t'en as pas pour 30 jours là. Et donc là, généralement, la négo, elle est compliquée. Donc moi, ce que j'ai toujours mon petit début de script, c'est, écoute, moi, je facture pas au temps passé.
Ce qui compte pour moi, c'est que le travail soit bien fait, que on respecte les timings et que on aille chercher les résultats qu'on s'est fixés en amont pendant notre rendez-vous, et surtout que vous soyez satisfait de la prestation, quel que soit le temps que j'y passe. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Et donc généralement avec ça, tu as un client qui comprend la démarche que tu as et tu réussis à le rassurer parce que justement t'as pas été déstabilisé. Souvent c'est une question de déstabilisation. Ton client il a bien conscience que s'il te donne un prix au package global, il va pas s'amuser à recalculer le prix. Mais parfois, vous avez des objections qui sont juste des objections que moi j'appelle les objections de contrôle. Donc, ça me permet moi-même en tant que client que j'achète de la presta, j'achète aussi de la presta. Ça me permet tout de suite de voir quel est le niveau d'expertise du freelance sur sa brique business. Et donc, en fait, ça m'en dit pas mal. Et donc, c'est souvent des questions de contrôle un peu déstabilisantes sur lesquelles juste une bonne réponse avec un bon script bien amené permet de désamorcer rapidement une objection comme celle-ci. J'adore, merci pour tout ce que tu nous partages, Alexis. Franchement, c'est de la bombe, les conseils que tu nous donnes. Et pourtant, j'en ai entendu un rayon des conseils parce que c'est des sujets qui me passionnent et j'ai une offre de consulting. Donc, en fait, je suis en plein dedans aussi. Donc, c'est vraiment des super bons conseils que tu nous donnes et qu'on n'entend pas partout. Merci beaucoup pour ça. Sur la partie gérer les objections, moi, j'ai ma petite méthode et ça, c'est un truc qu'on vous a pas dit avec Alexis. C'est hyper important, en fait, d'être à l'aise avec tout ce que vous dites. Donc, si vous voyez, parfois, on lit plein de conseils en ligne et tout sur, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de la stratégie du silence. Moi, la stratégie du silence, si je commence à faire des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être Pinocchio. C'est pas moi. Et ça, il faut que vous le sachiez. Quand vous êtes pas à l'aise, pas aligné, en fait, ça se voit, ça se sent. Et il y a un truc même dans la voix, même par téléphone, c'est pas vrai, c'est pas vous. Donc, justement, pour vous décomplexer de la vente, faites aussi un truc qui vous ressemble. Moi, je sais que dans la partie gérer les objections, j'ai déjà souvent écrit les questions récurrentes que j'avais et aussi les moments où j'avais merdé. Il y a eu plein de moments dans ma vie de freelance où il m'est arrivé comme la situation que décrit Alexis. En fait, on me prend un peu par un chemin du genre, mais alors si ça, alors ça veut dire que ça. Et en fait, je commence à bégayer et à me dire, ah bah oui, je vais peut-être... Et en fait, là, c'est fini. Ce qui est important, c'est de bien vous préparer à avoir un discours clair, aligné, pas faire des prix à la tête du client. J'ai toujours eu une aversion au fait de me rendre compte que j'avais pas eu les mêmes prix que la voisine en face. Et du coup, je ne le fais jamais aux autres. Donc moi, j'ai une grille tarifaire. Et derrière, par contre, il y a plein de choses sur lesquelles j'accepte de rogner parce que, je vous donne un exemple. Si je fais une conférence à un bel événement, derrière, il y a peut-être de la visibilité. Donc je me dis, là, j'accepte que ce soit moins cher. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler. En tout cas, moi, je trouve ça facile à poser comme question. Et je trouve qu'en général, ça montre aussi ta motivation, puisque sur cette partie-là, lever les objections, moi, j'aime beaucoup dire, si vous avez vraiment envie de bosser avec quelqu'un, montrez de la passion, montrez que vous avez vraiment envie de la mission. Et souvent, il y a ce truc un peu franco-français qui, je trouve, ne marche pas du tout. En tout cas, moi, quand je me fais démarcher par des gens où j'ai l'impression qu'ils se prennent un peu au sérieux, ça ne marche jamais. J'aime beaucoup que la personne me dise, j'ai vraiment envie qu'on le fasse, j'ai trop envie, j'adore ton travail. Donc, tu vois, plus les gens, en fait, vous allez les flatter, vous allez leur dire que pour vous c'est important et que vous avez envie de le faire avec eux, plus quelque part ça va les motiver comme un entretien d'embauche en fait. Et surtout que tu le dis très bien avec ta question, c'est votre client qui fait tout son argumentaire pour vous convaincre. Et donc en fait, vous n'avez plus qu'à faire l'effet miroir, c'est de reprendre exactement les arguments que la personne vient de vous donner et d'y rajouter le bénéfice que vous avez sur tel et tel argument. Et donc en fait, votre cycle commercial, il est plus dépendant de vous, mais il est dépendant simplement des retours que votre client va vous faire à un instant T. Et donc, vous avez toutes les peurs qui sont levées côté client et vous avez tous vos arguments commerciaux qui sont livrés sur un plateau par votre client avec ses propres mots qui va résonner forcément du coup avec ce que vous allez lui redire derrière par effet de miroir. Donc, c'est une question hyper puissante. Ouais. Et dernière chose sur la partie du coup, les objections. Alors, quand une personne, par exemple, va vous dire, en fait, c'est vraiment trop cher pour moi, je m'attendais pas à un tel budget. En fait, un truc qui est hyper classe et que peu de gens font et qui va vraiment marquer les esprits, c'est de conseiller un concurrent. Et je vous donne un exemple d'une conférence. Il y a pas longtemps, je suis contactée pour faire une conférence à Bordeaux et on me propose un tarif que je peux vraiment pas accepter, qui n'est pas rentable. Et en fait, au lieu de dire à la personne non ou de me braquer, je lui ai tout de suite dit « tiens, t'es sur Bordeaux ». Je connais telle personne sur Bordeaux. Je pense que si tu prends quelqu'un qui est déjà sur place, ce tarif va être plus facile à trouver. Au lieu de vous dire la personne me respecte pas, dites-vous que la personne, potentiellement, elle savait déjà que sa proposition allait pas aboutir, mais elle a quand même voulu, elle aussi, investir son temps pour vous convaincre parce que elle vous aime vraiment. Donc, renverser la balance en se disant, OK, comment est-ce que je peux l'aider à trouver? Je peux vous dire que des années plus tard, sur des clients que j'ai refusés et qui disent le fameux truc qui d'habitude marche jamais, de genre, j'espère que bientôt on pourra faire appel à toi. Ça m'est arrivé un paquet de fois.
Non, mais ça m'est arrivé et en fait, t'as le double bénéfice insoupçonné. C'est-à-dire que tu régales ton client parce qu'en fait, tu lui fermes pas une porte et tu lui dis, bah écoute, je suis pas la bonne personne, mais contacte machin de ma part et je suis sûr que il ou elle pourra t'aider. Donc en fait, en plus, tu fais gagner du temps à ton client qui, lui, la réalité, connaît pas la terre entière en freelance et galère toujours à trouver des bonnes personnes. Et en plus, autre bénéfice, la personne que t'as recommandée, c'est le pay it forward. Un jour, elle te rendra l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Et ça m'est arrivé, mais tellement de fois. Donc en fait, si tu veux, t'aurais pas pris la mission, tu régales un client qui va être content parce qu'il va quand même pouvoir faire son projet en interne. Et en plus, le freelance que t'as mis dessus, tu l'as fait gagner de l'argent. Et donc un jour ou l'autre, ça te reviendra dessus. D'ailleurs, il y a un truc sous-coté en France, chez les freelances, je trouve, et qui pourtant permet vraiment de rapporter de l'argent de façon passive. Donc le rêve de tous les freelances, c'est mettre en place de l'apport d'affaires. Si vous êtes web designer et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait votre client, il y a toujours un moment où il dit « Ah, mais qui va faire le copywriting du site ?» À chaque fois que vous avez un service où on vous demande de temps en temps « Ah bah tiens, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui ?» Mettez en place un portefeuille d'apporteurs d'affaires qui sont des gens sûrs. Alors attention, n'ayez pas la patte du gain parce que la réputation, ça coûte plus cher. Mais dès que vous avez bossé avec quelqu'un qui est bien, typiquement, vous pouvez mettre en place de l'apport d'affaires. Alors nous, on le fait pas trop entre potes. Je suis pas hyper fan de ça, mais typiquement sur MaCM qui m'a été recommandé, l'ami qui me l'a recommandé a fait de l'apport d'affaires dessus. En fait, je trouve ça hyper juste. Quand tu as un bon prestat, tu peux te dire je la recommande et en fait derrière c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est tellement un bon moyen d'augmenter ses revenus en ayant un écosystème fort facilement quoi. Toi, comment tu gères l'apport d'affaires pour un freelance, Alexis? Est-ce que c'est sur un fichier Excel? Est-ce que tu trouves que ça se fait un peu de façon officieuse ou de plus en plus de façon officielle? Je pense au squad de freelance, tout ça, toi, tu connais? Alors j'ai fait finalement assez peu d'apport d'affaires parce que en fait, tu le dis très très bien, c'est que il y a un autre enjeu financier, c'est-à-dire que tout argent n'est pas bon à prendre à un instant T. Et donc parfois, mieux vaut refuser de l'argent parce que vous connaissez pas forcément super bien la personne, donc ne pas la recommander plutôt que de perdre votre réputation. Parce que quand vous commencez à recommander quelqu'un, inconsciemment, le client se dit « Ok, cette personne-là vient de Caroline. » Et donc si ça se passe mal, a priori, il va aussi retomber sur Caroline. Donc moi, je le faisais beaucoup sur des freelances avec qui j'avais 100% confiance. Et donc, je prenais ça dépendait, le niveau de maturité de mon client. Si c'était un client actuel, je prenais à peu près 15%. Quand c'était un client avec lequel j'avais déjà fait, par exemple, un premier appel découverte, etc., mais que je sentais que ça allait pas, je prenais entre 8 et 10% sur soit une première presta, soit sur une première offre récurrente. Maintenant, j'en fais un peu moins pour une raison simple, c'est que en fait, ça fait partie du package que je propose dans mes bootcamps et dans mes produits d'accompagnement. C'est pas un argument marketing et je le markete pas comme ça, mais globalement, sur des missions que moi je reçois, je les repackage pour les envoyer directement à des freelances de confiance qui ont été formés par moi et donc sur lesquels j'ai 100% confiance sur la partie en tout cas business. Les seules manières où j'ai pris quelques apports d'affaires, c'est sur des anciens clients que j'ai recommandés, où en fait il y a zéro travail commercial à faire. Les clients ont déjà confiance en moi, je connais les pricing, je connais les budgets et donc en fait là je te sers vraiment la mission comme ça. Et je prends aussi quand c'est une mission qui a un budget important. Donc globalement quand c'est des missions au-dessus de 10 000 euros, je prends un pourcentage parce que je considère que le package global fait que prendre 15% c'est ok. Là où quand c'est une mission à 1 000 euros, prendre 15%, c'est 150 euros. Moi, ça me demande de la paperasse et je sais que ça peut embêter sur une petite mission. Donc voilà, c'est à vous aussi de jauger là-dessus. Mais c'est effectivement, je te rejoins, ça peut être une bonne petite manne financière mensuelle sur lequel en fait ça vous demande pas plus de travail que ça, si ce n'est un sourcing Excel, un petit Notion, ça suffit quoi. T'as raison de le rappeler, soyez pas non plus raccro. Si c'est pour 50 euros, ça donne pas une belle image de vous. Et d'ailleurs, un très joli geste que les gens font très peu et qui marque aussi les esprits, c'est quand quelqu'un vous envoie un client, demandez-lui de vous faire une facture de tel montant et envoyez-lui en fait une commission. Et vous allez voir à quel point cette personne, ça lui envoie un signal hyper positif et je pense que ça fait vraiment toute la différence. Il y a très peu de gens qui le font aujourd'hui et je trouve ça tellement court-termiste comme approche de pas remercier, tu vois, ou au moins ça peut être un dîner aussi, mais en tout cas avoir le geste quand on vous envoie des clients de dire un peu plus que juste merci. Et 100% des personnes que j'ai recommandées qui m'ont jamais dit merci, je les ai plus jamais recommandées, tu vois. Moi, ça me semble normal, même d'envoyer un petit courrier, une petite carte, ou juste une invitation à un resto, juste tu vis une expérience avec la personne. Et en plus, tu passes du temps avec cette personne-là. Il y a que des bénéfices, au-delà du financier, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un acquis pour tous les deux, mais c'est loin d'être un acquis pour tout le monde, ouais. Oui, et en plus, c'est vraiment culturel. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, quelqu'un que j'adore, de très très généreux.
On va au resto avec quelqu'un et du coup avec une copine et cette personne me dit tu sais pas quoi, j'ai signé mes premiers clients grâce à elle, elle vient de me faire rentrer 7000 balles de CA. Et à la fin du dîner, elle dit on partage. Et là, on est sorti du resto et je lui ai dit mais tu te rends compte pourquoi tu l'as pas invitée? C'est pas très chic. Elle vient de te rapporter 7000 balles et en gros, tu lui as fait payer 70 balles de resto. Et en fait, elle m'a dit hyper sincèrement, oh, t'as raison, j'y ai pas pensé. Oh là là, j'ai trop honte. Attends, je vais lui envoyer un message. Elle lui a envoyé un pavé. Elle se sentait trop mal. Et si vous nous écoutez et vous l'avez pas fait, ne complexez pas. C'est aussi pas un réflexe naturel parce que c'est très peu français et qu'il n'y a pas d'école du freelancing à part chez notre Alexis. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles pour nous. Donc, ne vous en voulez pas si vous l'avez pas encore fait, mais sachez que c'est vraiment des choses qui, sur le long terme, créent un effet de ruissellement. Alexis, merci d'avoir été avec nous. Dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver, s'inscrire à tes prochaines sessions, écouter ton excellent podcast ou lire ton merveilleux livre. Bah écoute, tout est sur tribuindé.com ou bien sur mon LinkedIn, Alexis Minkela. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours plaisant. Merci Alexis et j'espère qu'il y aura une partie 2. Merci à tous pour votre écoute et à très vite sur Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.